Alors une autre chose aussi que l'on voit un peu trop souvent dans les services clients et qui nuit fortement à la qualité, c'est l'automatisation. Parfois moi ça m'est arrivé d'avoir des personnes en chat et me dire mais est-ce que c'est des vraies personnes ou est-ce que c'est des robots? Et c'est vrai qu'actuellement c'est la grosse tendance du chatbot, on l'a vu avec Messenger, etc. Mais malheureusement en fait plus on fait du robot, plus ça fait vraiment pas vrai, ça fait faux, ça donne pas confiance. Et en fait même si on peut automatiser un certain nombre de choses, et il faut automatiser un certain nombre de choses dans le service client parce qu'on ne veut pas tout refaire à la main. On peut par exemple automatiser les conversations. Moi je le fais avec le chat, hein. J'ai des petites conversations type hello, how are you, how can I help you today, dans quoi puis-je vous aider, ou alors mon collègue est pas là, enfin bon, j'ai quelques petites autres choses automatisées, mais j'essaye assez rapidement d'avoir un temps un peu plus humain, même si bon je fais quelques fautes de temps en temps, mais à chaque fois je les corrige derrière. Ça montre en fait que vous êtes une vraie personne, parce que parfois en fait les gens posent la question mais est-ce que c'est vraiment toi, est-ce que c'est pas un robot? Donc en fait voilà, il faut utiliser un certain nombre de raccourcis, des automatismes certes, mais il faut pas non plus trop automatiser. Alors bien sûr moi par exemple sur Facebook j'utilise des messages qui disent voilà on n'est pas disponible actuellement, ou plutôt que de nous envoyer un email, enfin un message via Messenger, envoyez-nous plutôt un email. Donc c'est comme un message sur un répondeur automatique, il faut également le soigner pour que ce soit professionnel. Quand vous avez un standard automatique, essayez d'avoir une voix quand même un peu sympa, enregistrée, etc., etc. Voilà. Également, n'oubliez pas de donner en fait la possibilité aux clients de noter. Alors ça c'est quelque chose qui est important, c'est comme au restaurant, lorsque vous allez dans un restaurant et que à la fin le serveur dit bon alors ça s'est bien passé. En fait le simple fait de proposer ça et de dire cela va faire que naturellement on va être enclin en fait à mieux noter le restaurant parce que tout simplement on nous a demandé un avis. Alors, pareil, lorsque vous faites une étude, ou une intervention client juste après, il faut toujours finir, bon bien sûr, est-ce que je vous ai répondu à toutes vos questions, est-ce que je peux encore vous aider, etc. Et après ne pas hésiter à mettre un petit questionnaire. Alors le truc c'est que si vous en faites de trop, après ça devient énervant. Moi par exemple j'utilise beaucoup de services internet et derrière j'ai quasiment systématiquement une étude. Alors on remplit la première fois, on remplit la deuxième fois, mais on le remplit pas 50 000 fois quoi. Ça devient saoulant. Et après les gens ils ne répondent plus. Moi je le fais. Par exemple si vous utilisez aussi Skype, vous voyez qu'à la fin de Skype, à la fin de chaque conversation quasiment, vous avez un petit message qui vous dit alors est-ce que vous pouvez donner une note à cet appel? Vous le faites une fois, deux fois. Ou alors vous le faites uniquement quand vous n'êtes pas content. Donc en fait ça fausse un petit peu le message. Donc c'est comme pour la SNCF qui si vous allez en gare, vous voyez aussi qu'ils ont des enquêtes de satisfaction avec une borne où vous avez un bouton pour appuyer si vous êtes content et vous avez un QR code pour scanner avec votre smartphone et envoyer un message si vous n'êtes pas content. Donc là encore une fois c'est extrêmement biaisé parce que tout simplement les gens sont plutôt tentés de laisser un message positif que d'aller faire un scan sur leur téléphone, d'aller sur une URL, ou alors il faut vraiment qu'ils ne soient pas contents du tout. Donc il faut véritablement travailler là-dessus. De même, il faut donner donc bien sûr la possibilité de faire un feedback avec un truc simple, une note, voilà, après une visite en magasin, SMS, un truc comme ça, quelque chose qui va être rapide, simple, mais qui ne soit pas trop récurrent. Si la personne appelle tous les jours, elle ne va pas noter tous les jours votre hotline. Il faut que vous ayez ça et défini dans les automatismes. Alors, il faut également faire en sorte que votre entreprise reste humble. N'oubliez pas que le client est roi. C'est une phrase qui est un petit peu toute faite et qu'on retrouve un peu partout. Oui, le client est roi. Il faut en fait faire en sorte qu'il soit content. Donc ça se manifeste de plusieurs manières. C'est-à-dire que par défaut, prenez comme parti que c'est le client qui a raison. À vous après de lui démontrer qu'il a tort. Et c'est vraiment une autre démarche que de se dire attendez vous êtes trompé, etc. Si vous dites attendez on va vérifier, est-ce que vous avez vérifié ceci, cela, est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas fait ça, etc. Et puis le client se dit ah oui oui j'avais oublié de faire ça. Et c'est lui qui se sentira un petit peu entre guillemets bête et qui va reconnaître en fait qu'il a fait une erreur. Et c'est beaucoup mieux que dire vous avez fait une erreur, vous savez pas utiliser le produit. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'être comme ça. Donc n'oubliez pas en fait que l'important c'est de trouver la solution. C'est pas d'avoir le problème. Alors souvent en fait le client il appréciera plus d'avoir une visibilité et de savoir où ça en est que si vous n'êtes pas capable de traiter le problème tout de suite, mais au moins dire ok le problème est pris en charge, je vous rappelle ou vous aurez une alerte à telle date, ou alors on va vous envoyer un message. Et bien sûr comme d'habitude respectez ce délai. Ça c'est vraiment essentiel. Alors également par contre important de savoir qu'il y a une manière de présenter les choses.
On le voit par exemple dans un guide d'instruction qui a été remis au personnel d'Apple lorsqu'ils discutent en fait avec une personne. On leur a appris les mots à utiliser et les mots à ne pas utiliser. Il faut faire attention parce que parfois ça peut tomber un petit peu dans le bullshit et dans le message dialogue de sourds, mais le fait de présenter un message d'une bonne manière permet tout simplement de mieux faire passer un message. Par exemple, dire voilà, non, votre appareil n'est pas compatible avec cette norme. Le message c'est non, ça existe dans la version d'après. Ça veut pas dire que votre produit est nul, mais ça veut dire que voilà, le produit d'après fonctionne. En fait, ils ont comme ça toute une série de petites manières de présenter un problème, de présenter un prix, etc., de présenter les options qui sont beaucoup plus plaisantes et qui font en fait que le client va moins se braquer en fait. Alors donc bien sûr, faut toujours être respectueux du client. Le but c'est pas de l'arnaquer ou d'essayer de le détourner, parce que quelque part, moi je le vois souvent, si vous arrivez en fait à convaincre un client et que c'est quelque chose d'erroné, de faux, vous avez essayé d'un petit peu de l'entourlouper, le client, le jour où il s'en aperçoit, ou même parfois il est à moitié convaincu et il sait que vous essayez de la revoir, mais bon, il peut pas vérifier. Après, il vous en voudra encore plus, et après, justement, ça va pas être, vous aurez beaucoup plus de mal à le récupérer. Un autre bon réflexe également qu'on doit faire à la fin de chaque conversation téléphonique avec un client, c'est le récap. Et se dire, bon voilà, vous avez noté qu'il y avait ça, ça et ça, et qu'il y avait ceci, cela. Donc en fait, le fait de faire un petit récap comme ça, à la fin, de pouvoir synthétiser, ça permet tout de suite au client de se rappeler exactement ce qu'il doit faire, parce que parfois on a des conversations téléphoniques qui sont assez longues, et on oublie un petit peu tout ça, et le fait de faire ce petit récap est important. Si possible aussi, proposer au client de lui envoyer un petit email de synthèse. Moi c'est ce que je fais tout le temps. On a les personnes au téléphone et après j'envoie un petit email de synthèse en voilà, on s'est dit ci, on s'est dit ça, vous avez tel problème et donc voilà, on va avoir telle solution, etc., etc. Ça permet de structurer, de rassurer et d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus clair pour le client. Alors dans les choses en fait que vous devez faire également, c'est mettre en place en fait vraiment des formations régulières sur les produits. Faut vraiment pas hésiter, parce que généralement on oublie au bout d'un moment certaines fonctionnalités, et même les plus seniors ont parfois oublié à force d'entendre parler, de voir un certain nombre de choses. De même, sur l'organisation d'une hotline, vous avez en fait plusieurs possibilités. Soit en fait vous avez des multi-compétences, c'est-à-dire que les gens de la hotline sont compétents sur tous les produits, soit en fait vous organisez en pôle des compétences. Alors ça, souvent c'est des allers-retours continuels que l'on voit dans les hotlines. À un moment donné, hop, c'est du pôle de compétences. Ensuite, on veut des gens un peu plus interactifs, qui soient capables de traiter tous les problèmes. Et on repasse après sur des gens qui savent gérer par pôle, parce que c'est plus efficace, etc. Donc là, en fait, c'est vraiment à voir selon votre objectif. Est-ce que vous voulez en fait assurer un maximum de réponses ou une meilleure qualité de service? Et là, vous faites des pôles et vous avez des gens qui sont un peu plus compétents. De même, il faut toujours prévoir une organisation avec généralement un responsable de service qui est souvent un tech, un technicien qui est resté très longtemps et qui a une très forte expertise. Ensuite, vous avez les chefs de groupe de pôle technique. Et généralement, ce qui est bien de mettre à part, c'est un ingénieur support spécialisé. L'ingénieur support spécialisé, lui, son rôle, tout simplement, ça va être en fait d'être un super expert dans votre domaine. Et en fait, lui, il aura le temps de se former, il aura le temps de faire des documents, il aura le temps de faire de la formation, etc., de la montée en compétences. Et ça, c'est vraiment très intéressant lorsqu'on veut véritablement améliorer ses qualités de service. Parce que si ce sont en fait les chefs de groupe qui font ça, ils doivent gérer en même temps les appels, le coaching, la formation, etc., de toute l'équipe, et donc ils vont pas être aussi efficaces que si c'était en fait dédié à cette tâche donc de gestion de l'activité. Donc ça, c'est quelque chose qui marche vraiment bien avec une efficacité sur l'équipe. Alors il est également important en fait de former ces techniciens sur les promotions, les offres marketing, etc. Alors pourquoi tout simplement parce que le technicien il doit vraiment être au courant de tout ce qui se fait, parce qu'il sera celui souvent qui est le plus en face avec le client, et il est capable en fait de pousser de l'information. Alors pousser de l'information pour faire des promotions, pour faire de la vente supplémentaire, mais il peut également être force de proposition pour la détection de prospects, la détection d'opportunités de vente, la détection de leads, avec un système d'incentive. Alors généralement, le souci, c'est d'avoir un incentive qui soit intéressant et qui pourtant soit pas non plus
trop incitatif parce que la personne n'est pas non plus là pour faire de l'upsell, c'est pas un commercial, il est là pour faire de la hotline. Néanmoins, offrir des chèques cadeaux, et un challenge même avec les techniciens pour savoir qui va avoir le plus de détection de projets sur tel produit, ça marche pas mal et ça permet tout simplement de pouvoir générer du business en plus via sa hotline. Donc ça c'est vraiment intéressant, n'hésitez pas donc à former et à mettre en place des petits concours de vente sur votre plateau. Alors s'il y a une chose en fait qu'on néglige un petit peu trop dans un service client, souvent c'est d'humaniser la relation avec le client et ça passe par en particulier la signature d'email. Alors la signature d'email, il y a une chose qui est vraiment simple à mettre en place. Donc bien sûr c'est faire une signature un peu plus fun avec le logo, etc. Bon, de l'entreprise, ça on le voit souvent, mais c'est de rajouter en plus la photo des gens. Alors je sais que c'est parfois un peu compliqué dans certaines sociétés, surtout dans les grandes entreprises où les gens du service client ne veulent pas forcément avoir leur tête sur la signature de l'email, mais en tout cas ça passe très bien souvent avec une population un peu plus marketing, commercial, etc. Mais en tout cas ça donne vraiment un petit plus et ça permet véritablement d'humaniser la marque et de faire en sorte que les gens ne parlent pas à un numéro mais qu'ils parlent véritablement à une personne en particulier. Alors la technique bien sûr c'est de faire appel à un photographe, soit professionnel, soit vraiment un fan dans votre entreprise et lui dire tu vas prendre en photo l'ensemble des personnes de l'entreprise et tout simplement après on va mettre ça sur la signature. Le but étant de donner une petite sélection de photos pour que les personnes puissent bien sûr choisir celle qui leur plaît le plus. Parce qu'en fait c'est souvent ça le souci, c'est que les gens disent non je suis pas beau, ça me convient pas, etc. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point en fait concerne en fait le petit message, qui a l'air de rien, mais généralement en fait la plupart des gens mettent cordialement à la fin de leur message. Alors bien sûr c'est ce qu'on fait le plus, c'est ce qu'on voit le plus en France, sauf qu'en fait forcément c'est assez banal, inhumain. Souvent en fait si on veut avoir plus de proximité avec ses clients, il faudra trouver un message un peu plus original, comme par exemple moi j'aime bien mettre bonne journée, have a nice day en anglais, ou bonne journée en français, ou alors si vous voulez vraiment faire encore corporate, vous pouvez faire toujours à votre écoute, ou un message un petit peu dans le sens j'espère avoir répondu à toutes vos attentes, etc. avec le nom de la personne derrière. Donc si vous avez la photo plus ce petit message là, tout de suite vous allez rendre votre service technique un peu plus humain, un peu moins automatique, et ça c'est vraiment assez sympa. Autrement, quelque chose qui est important de faire, c'est de prévoir les pics d'activité. Ça, c'est souvent lié à des sorties de produits ou à des événements annuels tels que des soldes ou des événements Lego. Et c'est vrai que c'est vraiment important parce qu'en fait, les gens ont vraiment une appréciation forte sur la qualité de la hotline, sur le temps d'attente. Or, en fait, si vous êtes en situation haute, avec beaucoup de monde, forcément, qui appelle à la hotline, le temps d'attente est beaucoup plus élevé. Et là, forcément, il y a des petits soucis. Alors, bien sûr, la méthode la plus simple, on la connaît tous, c'est faire appel à des intérimaires qu'on aura formés en amont et qui seront là en fait pour faire face au pic d'activité. Et après, il existe d'autres techniques. Alors, si vous ne l'avez pas encore mis en place, c'est bien entendu mettre en place un chat. Un chat, en fait, ça permet quand même de prendre en simultané plusieurs personnes, ça permet de donner des réponses et d'avoir des emails types en fait qu'on peut envoyer. Ça, c'est pas mal d'affaires. Après, il y a bien sûr la FAQ interactive, mais il y a aussi les emails préventifs. Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois au niveau des gros événements. En fait, on envoyait automatiquement un guide PDF, où on envoyait un lien vers une vidéo, où on envoyait un contenu qui était envoyé en préventif comme ça aux clients. Et eux, ça leur permettait tout simplement d'avoir un élément pour se baser et ça leur évitait d'appeler au téléphone. Donc ça, c'est l'email préventif, c'est vraiment intéressant. Également quelque chose que j'ai vu un peu trop souvent, surtout dans l'industrie de logiciels, c'est que en fait, au bout d'un moment, on change sa gamme de produits, on change ses tarifs, et puis on change les fonctionnalités. C'est-à-dire qu'un produit se retrouve tout d'un coup avec moins de fonctionnalités, et on supprime les produits. Là, je l'ai eu il n'y a pas longtemps avec Evernote, qui était disponible en mode online, offline, et tout d'un coup, ils sont passés en mode online uniquement pour la version gratuite. Forcément, ça donne un sentiment de malsain, de se faire arnaquer, etc. Donc ce qu'il faut faire généralement dans ces cas-là, c'est que tout simplement, il faut laisser les clients historiques en mode historique avec leurs fonctionnalités habituelles et uniquement faire les modifications
avec les nouveaux clients. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est la méthode de la grenouille. Ça, en fait, j'ai également expérimenté pas mal. C'est quand vous, en fait, vous avez des clients comme ça que vous avez en historique, que vous voulez en fait garder en actuel, les garder en actif, et pourtant vous voulez changer votre fonctionnel produit. Ce que vous faites, c'est que vous dites, ben voilà, il y a une gamme de produits qui va changer. Vous avez encore X mois, X années avant que ça passe. Et là, en fait, vous laissez du temps aux gens pour justement s'habituer et laisser passer. Vous envoyez régulièrement des messages, etc., etc. Après, vous pouvez laisser le produit en fait sans évolution et le faire migrer également au bout d'un moment en disant ben voilà, si vous voulez telle nouveauté, telle nouveauté, telle nouveauté, plus le fameux truc que vous avez actuellement mais qui n'existe plus dans la version, c'est telle chose. Donc ce petit aspect de la grenouille, c'est tout simplement comme si on mettait une grenouille dans un bain d'eau bouillante. Si vous mettez la grenouille tout de suite dans de l'eau bouillante, elle va sortir et elle va essayer de s'échapper. Par contre, si vous augmentez progressivement la température, la grenouille ne se rendra pas compte et elle va rester dans la casserole. Donc le but, en fait, il est vraiment ça, c'est augmenter petit à petit, leur faire juste des corrections, pas faire d'évolution et sortir à côté une gamme de produits, elle, qui a toutes ces nouveautés et proposer aux gens de migrer au fur et à mesure pour essayer d'en migrer un maximum et ensuite faire un arrêt du produit. Comment on va gérer un client mécontent, parce que ça arrive toujours. Voilà. Il faut savoir que souvent vos clients mécontents seront votre première source de fans si vous arrivez à les transformer. C'est-à-dire qu'il faut en fait retourner un client mécontent qui a eu une mauvaise expérience en client content en faisant un geste, en l'écoutant. Parfois c'est juste de l'écoute, c'est juste prendre en compte son message, avoir de l'empathie, comprendre, parfois avoir un geste commercial, mais c'est même pas systématique, mais en fait ce petit truc là, le fait de se sentir écouté, recevoir un message, recevoir un appel derrière, c'est super important. Alors idéalement, il faut bien sûr avoir un appel d'une personne qui est d'un niveau hiérarchique suffisant. Plus en fait on augmente le niveau, plus le client se sentira valorisé. Alors bon, bien sûr, il ne faut pas que le directeur de l'entreprise passe son temps à répondre au téléphone, mais parfois ça peut être intéressant d'avoir un mot même écrit. Alors, quand on a affaire en fait à un client mécontent, il faut déjà en fait purger son mécontentement. Alors comment on fait pour purger? Tout simplement, il faut le laisser s'exprimer. Il doit parler ses sentiments, il doit comprendre, il doit dire voilà, il doit en fait vraiment se calmer, il doit véritablement donner toute la frustration qu'il a eue, etc. Et surtout, ne pas essayer de parler quand le client parle aussi. Parce que qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, le client parle plus fort, ça monte en ton, ça monte en pression. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut véritablement éviter. Il faut plutôt attendre un silence. De toute façon, il arrivera à un moment donné. Et il vaut mieux que le client purge en fait tout son mécontentement avant de reprendre en fait la conversation. Voilà, une fois que c'est fait, vous essayez en fait de résumer la situation de la manière la plus objective possible, point par point. Et dire voilà, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'on trouve une solution, qu'on voit la problématique. D'ailleurs, il faut parfois éviter tout ce qui est problématique, parce que tout de suite ça vous met dans une situation négative. D'analyser la situation et voir comment on peut améliorer les choses. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Alors bien sûr, le petit est-ce que vous êtes d'accord là-dessus permet de verrouiller et de repartir sur une bonne solution. Donc il y a ça comme problème. Et donc en face de chaque problème, vous allez apporter une solution. Ce qui est important derrière après, c'est de factualiser les choses. C'est-à-dire que si vous faites juste on fait ci, on fait ça, il est important en fait d'envoyer après un email récap qui donne une trace écrite et qui permet au client d'avoir quelque chose qui est écrit et sur lequel il peut se baser. Bien entendu, il faut comme d'habitude ne pas promettre des choses irréalisables. L'autre point également, et ça c'est quelque chose qui est souvent trop négligé dans beaucoup d'entreprises, c'est qu'en fait il faut véritablement faire un effort sur des personnes qui sont au service client. Il ne faut pas se dire au service client, de toute façon c'est les gens qui sont payés pas cher et donc je ne peux pas m'attendre à une qualité. Or en fait on a vraiment une mentalité spécifique de personnes qui sont là pour aider, qui ont une empathie. Il faut vraiment que vous mettiez ça dans la description de poste, quelqu'un qui ait de l'empathie, qui ait de l'écoute. Alors faites bien sûr un test avant. Il faut éviter les personnes qui montent en pression, qui essayent toujours d'avoir raison, qui essayent d'argumenter. Ça, ce ne sont pas les bons profils psychologiques. Ça peut être des bons profils pour tout simplement des commerciaux. Hein. Parce qu'un commercial, il veut toujours avoir raison, il veut essayer d'argumenter, etc. Là, ce ne sera pas du tout la même chose. De même, essayez d'utiliser des vrais noms. Ne soyez pas avec un email anonyme. Envoyez votre demande à
service client ou à support @. Il faut au contraire essayer de personnaliser et faire en sorte que voilà, moi je m'appelle Marc et c'est moi qui vais suivre votre dossier. Mon email c'est marctoto@toto.com, voilà. Et comme ça en fait ça permet véritablement d'avoir une meilleure connaissance, parce que la personne se dira non, moi je veux parler à Marc, ou alors je veux parler à telle personne, ou je veux faire tel truc. C'est beaucoup plus efficace, ça permet de personnaliser, et c'est la personne qui est au téléphone n'a pas l'impression de travailler avec la boîte compagnie, avec des gens qui sont tous anonymes, ou aller juste un seul numéro. Voilà. Ce qui est également important, c'est d'essayer de travailler sur sa base de connaissances en amont. Souvent, en fait, même de plus en plus souvent, les gens aiment bien rechercher en ligne eux-mêmes leurs solutions. Généralement, ils appellent le service client quand ils sont bloqués. Donc, en fait, c'est essentiel de travailler une FAQ, une frequently asked question, enfin aux questions, avec tout ce qui arrive le plus souvent. Alors éventuellement, moi je l'ai fait en mettant des vidéos, parfois des petites vidéos qui expliquent comment faire ceci, comment faire cela. Elles sont assez intéressantes. Et donc de la vidéo pour les éléments les plus cruciaux, mais également bien sûr du texte pour à la fois pour le référencement, quand le client il tape son problème, il a tout de suite la solution, mais également pour que le client résolve lui-même ses problèmes. Souvent en fait, moi ce que je recommande, c'est même d'avoir en fait entre guillemets, un pré-filtrage de vos appels téléphoniques avec une FAQ où en fait dans la zone contact ou nous contacter, etc. Vous avez en fait une foire aux questions où la personne peut dire d'abord tapez votre problème et ensuite on vous donnera le numéro de téléphone. Ça c'est vraiment efficace parce que ça permet de filtrer beaucoup d'incidents et la personne en fait peut parfois trouver elle-même la solution. C'est vraiment très intéressant pour les entreprises d'avoir ça. Alors, il faut véritablement aussi penser à son client comme à un invité. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Vous n'allez pas vous dire si vous êtes trompé, vous n'allez pas juste en fait dire bon ok désolé on s'est trompé. Il faut que vous ayez prévu un petit pack de remerciements. Alors je parle toujours de gestes commerciaux, mais ça peut être par exemple un petit goodie, ça peut être un petit truc. Parfois en fait juste un petit cadeau symbolique suffit pour remercier le client. Alors il faut toujours mettre ça à disposition des personnes du service technique, soit en physique si c'est en physique au comptoir, soit c'est par téléphone. Ça peut être soit un cadeau envoyé par la poste, mais parfois c'est un peu compliqué, ou alors un bon de réduction. Mais ce qui marche le mieux, c'est un surclassement. Moi, je connais pas mal de gens qui disent ouais, moi j'aime bien aller dans tel service de location de voiture parce que généralement quand ils n'ont pas le véhicule demandé, ils me surclassent et ils me donnent un autre véhicule. Et là, c'est vraiment bien. Donc en fait, il faut toujours se dire ok, voilà, on a entre guillemets un catalogue de services selon le montant, selon le client, selon la valeur, son chiffre d'affaires, etc., etc. À ce moment-là, en fait, tout simplement, je vais leur faire un petit geste commercial. Alors, bien entendu, en complément de tout ça, n'oubliez pas de mettre régulièrement une étude NPS en cours, notre Net Promoter Score, c'est-à-dire que vous allez demander au client sur une note de 1 à 10, quelle est la probabilité que vous nous recommandiez à vos contacts, amis, etc. Ça, c'est quelque chose qui est important, qui permet de savoir quels sont les clients mécontents avant que ça devienne trop important. Parce qu'en fait, on voit très bien que plus on attend, plus en fait le mécontentement va exploser et plus ça va devenir vraiment très compliqué. Voilà. Vous avez aussi de manière régulière la proposition d'offres où on offre en fait au client un petit truc gratuit, un petit bonus pour le réactiver. Ça, il y a beaucoup de services en ligne qui font ça. Vous offrez un petit bon de 2, 3, 4, 5 euros, vous offrez les frais de port. Enfin, ça dépend parce que les frais de port ça peut vous coûter cher. Mais offrir un petit goodie, un petit bon d'achat, permet en fait parfois de déclencher l'achat. Je dis j'ai eu 5 euros, le produit vaut plus que X euros, et voilà, on récompense ses meilleurs clients. Et on dit là ça fait 10 ans que vous travaillez chez nous, que vous commandez chez nous, etc. Alors une chose aussi que moi je fais régulièrement, c'est que j'essaye de mettre dans la place du client mystère. C'est-à-dire que j'appelle le service et je me fais passer pour un client.
Alors, quand on est connu dans l'entreprise, donc quand c'est une petite entreprise, ça se voit assez rapidement, mais quand on est dans une grande entreprise, ou alors quand on commande avec un ami, etc., ça permet véritablement de se rendre compte de la manière dont sont traités les clients, les problèmes dans le parcours client, le manque de fluidité, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui permet parfois d'ouvrir les yeux, parce que les clients se disent, voilà, moi je suis client lambda, tout devrait bien se passer, et on se rend compte que dans la vraie vie, quand on a un client qui a son parcours, qui a ses demandes, forcément c'est pas si simple que ça. Ça peut être l'utilisation du produit, le mode d'emploi, ça peut être le premier appel, ça peut être l'accompagnement, ça peut être le look des emails. Bref, il faut identifier dans le parcours client ce que l'on peut fluidifier, améliorer et faire quelque chose de plus classique. Un autre point, en fait, c'est également de penser mobile. Le service client devient véritablement quelque chose de plus en plus mobile, parce que les gens, ils vont pas vous appeler avec un téléphone fixe, ils vont vous appeler avec un téléphone portable, ils vont être devant leur ordinateur, devant leur produit avec leur smartphone pour essayer de voir comment faire pour le faire fonctionner, etc. Donc il faut véritablement penser une stratégie mobile en matière de service client. Alors ça peut prendre plusieurs formes. Une forme qui est simple, c'est mettre un QR code sur les produits pour avoir un mode d'emploi. Moi je l'ai encore vécu il n'y a pas très longtemps avec une poussette. Heureusement qu'il y avait un QR code, heureusement qu'on a pu regarder une vidéo sur YouTube pour savoir comment la monter et la démonter. Parce que pour moi c'était très complexe, le manuel n'était pas suffisamment clair, par contre la vidéo était très très bien. Ensuite, ça peut être par exemple de proposer une application mobile. Il n'y a pas très longtemps, j'ai pris un service de taxi et qui n'avait pas d'application mobile, qui était introuvable sur Android Play. Je devais appeler par téléphone, je devais avoir un accès à Internet pour l'avoir. Or en fait avec une app mobile, on peut véritablement, donc bien sûr avoir des informations, consulter des vidéos, avoir un suivi de commande, etc., avoir des SMS. Bref, il faut véritablement penser mobile et comment en fait vous pouvez améliorer l'expérience client en cela. Parce que la mobilité, c'est pas faire une app, c'est pas penser à un QR code, c'est vous dire comment la mobilité change la manière dont le client va utiliser le produit. C'est la mobilité, c'est ça. La mobilité, c'est pas une app, c'est vraiment un concept, c'est dire ok, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que je vais changer, comment je vais pouvoir en fait améliorer les choses. Sachant que, je dirais toujours, le meilleur service client, c'est quand il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que c'est là où on a véritablement une meilleure expérience client, c'est quand on se dit, ok, ils ont pensé à tout un petit peu comme Apple l'a fait à ses débuts, avec des applications qui sont vraiment simples, faciles à utiliser, où en fait on n'a vraiment pas de questions à se poser, c'est pré-pensé, on a pré-mâché, on a pensé à l'expérience client au maximum, et on a essayé d'anticiper tous les problèmes. Donc c'est ça en fait qu'il faut véritablement atteindre.